Donc moi je suis Ludovic Arga, je suis conseiller climat pour une grande entreprise qui est un grand opérateur télécom dont le logo est carré. Voilà, ça vous donne une petite idée. Je n'aurai pas la couleur, comme ça c'est bon. Moi, mon job en réalité, c'est donner l'état des connaissances sur les sujets climatiques et puis d'éclairer en réalité les décideurs pour qu'ils prennent les décisions en connaissance de cause. C'est ça mon taf. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter un petit peu les sujets climatiques et j'ai oublié de commencer à enregistrer. Donc, je vais le faire tout de suite. Tac, tac, tac. Machin, confirmé. Et donc, je suis là pour vous présenter deux, trois sujets climatiques, voir où est-ce qu'on en est et un petit peu quel est le plan de bataille, parce qu'il y a quand même un petit plan de bataille qui est établi. Le plan de bataille, je vais vous le dire tout de suite, hein. Aujourd'hui, on a un plan de bataille, on a les solutions techniques, on avance, mais pas assez vite. C'est ça en réalité, hein, le sujet. Il faut qu'on se secoue beaucoup plus vite si on veut éviter d'avoir trop d'enquiquineries. Mais grosso modo, on n'est pas coincé, on n'est pas échec et mat sur ces questions-là. Le seul échec et mat que l'on peut avoir d'une certaine manière, c'est nous ne voulons pas des solutions. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est pas un problème technique. Hop, vous voyez le truc? C'est bon? C'est tout beau? Il y a un truc tout rond là, normalement? Bon, juste pour information, le truc tout rond n'est pas en danger, hein, il fait 13 000 km de diamètre, et puis bah, il a 4 milliards d'années d'existence, et il a 4 milliards d'années devant lui, à peu près, hein, en ordre de grandeur. Donc le sujet climatique ne sert à rien pour sauver la planète, elle n'est pas en danger. Voilà, la question, c'est un sujet sur les bipèdes que nous sommes. Voilà. Et les bestioles que nous mangeons, c'est ça le sujet. Je vous fais juste un tout petit peu d'histoire et après, comme ça, on pourra discuter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en l'espace de 200 ans, on a radicalement, mais vraiment radicalement changé nos sociétés. Il y a moins de 200 ans, la marine marchande, c'était ça. Le transport routier, c'était les chevaux et la calèche. Le tracteur n'était pas tout à fait pareil et les pelles n'étaient pas tout à fait pareilles non plus. Donc, en l'espace de quelques décennies, on a complètement transformé notre société de manière extrêmement profonde. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'industrie, à droite, hein, c'était autre chose que ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Et en réalité, ça, c'est un sujet. Et en réalité, quand on avait ce monde d'avant, on a construit des théories économiques, voilà, où on a considéré que tout l'environnement, les richesses naturelles, comme elles n'ont pas de prix, ça veut dire une chose, c'est qu'elles sont gratuites. Enfin, comme elles sont gratuites, ça veut dire qu'elles sont inépuisables. Et c'est normal parce qu'il y a 200 ans, on n'était pas nombreux et en conséquence, tout paraissait gigantesque. Voilà, on avait à peine fini la conquête de l'Ouest, hein, pour rappel, et donc en 1800 pas encore même d'ailleurs, et en conséquence le monde était immense. Voilà. Il est un peu plus petit maintenant parce qu'on a fini de découvrir l'intégralité de la Terre. Mais on a basé l'intégralité de nos systèmes économiques sur cette théorie-là et c'est grosso modo encore valable. Et donc qu'est-ce qui était limitant à l'époque? C'était le nombre de bons hommes dans nos systèmes industriels et puis c'était l'argent. Voilà. Et ces deux facteurs qui étaient un petit peu les facteurs limitants ont été beaucoup pris en compte dans les théories économiques et puis le système productif nous permet d'avoir tout ce que l'on veut. C'est ça qu'il faut retenir. Donc les théories économiques se sont basées sur les facteurs qui étaient limitants et puis tout ce qui n'était pas limitant, on ne les étudie pas, tout simplement. Et c'est grosso modo encore le cas aujourd'hui. Sauf que y a un petit truc, c'est que dans les faits, on a quelques limites. Alors, ce qu'on a fait depuis 200 ans, c'est qu'on s'est mis à utiliser de mobiliser de plus en plus d'énergie à notre service. Parce qu'on est plus nombreux et en même temps parce qu'on fait beaucoup plus de choses. D'accord? Donc, c'est l'un et l'autre qui fait qu'on a eu l'explosion de l'utilisation, de la mobilisation de l'énergie à notre service. D'accord? Et en fonction des solutions technologiques que l'on a pu avoir à un moment ou à un autre, à un moment c'était la machine à vapeur, l'essence, etc., etc. Mais ce qui est par contre certain, c'est qu'aujourd'hui, 80% de nos utilisations énergétiques sont basées sur des énergies fossiles. Et les énergies fossiles, vous allez voir, ça nous enquiquine un petit peu. Alors je le passe ça parce que j'ai pas le temps. Mais pourquoi on a utilisé des énergies fossiles? Parce qu'elles sont très faciles à utiliser, extrêmement denses. Et quand vous regardez en réalité la quantité d'énergie qu'un humain est capable de mobiliser pour faire un trou, par exemple, en réalité c'est très très peu. Et pour faire le même trou, il faut beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus cher. En conséquence, on s'est dit, on va utiliser des énergies qui sont extérieures au corps humain parce que il y en a beaucoup
et parce que c'est pas cher. Donc, on pourra faire plus de trucs avec le même argent. C'est aussi simple que ça. C'était du bon sens. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu du bon sens. Voilà. Et ça nous a permis quoi? Ça a permis de démultiplier ce qu'on peut faire. Typiquement, sans énergie fossile, prendre l'avion, c'est juste pas possible, hein. Les avions sur lesquels on pédale, faut être un sacré cycliste pour y arriver, et encore, on fait 100 mètres. D'accord? Je vous laisse regarder sur YouTube les petites vidéos qu'il peut y avoir sur le sujet. Et donc, cette mobilisation, ça a permis de nous décupler. Et en réalité, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on a l'équivalent de ce que l'on appelle des esclaves énergétiques, c'est-à-dire des machines qui travaillent pour nous. Et aujourd'hui, en moyenne mondiale, chaque humain a 200 esclaves énergétiques qui travaillent pour lui, et nous qui sommes riches, on est plutôt à 400. Donc dit autrement, vous avez des esclaves énergétiques quand vous regardez le téléphone, quand vous avez un ordinateur, quand vous utilisez un ordinateur, une télé, etc. Et donc tous les jours, tous les jours et en permanence, il y a comme si 400 personnes travaillaient en permanence pour vous. Voilà. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on mobilise de l'énergie dans l'environnement, on se retrouve à transformer cet environnement. Donc quand vous avez 8 milliards d'humains sur Terre qui sont en train de faire des trucs, vous pouvez transformer votre environnement, mais quand vous avez 8 milliards d'humains qui ont potentiellement 200 esclaves énergétiques chacun, vous transformez votre environnement 8 milliards fois 200. Et donc, aujourd'hui, utiliser de l'énergie de manière extrêmement importante pour tous les humains, ça a un impact majeur sur l'environnement. Et c'est ça en réalité notre sujet. Ce qui fait qu'on est en train d'exploser un petit peu toutes nos limites planétaires. Et donc, en l'espace de 200 ans, en réalité, la marine marchande a complètement changé de taille. Les pelles ont changé de taille. La pelle, là, qui est à droite, elle représente, grosso modo, je pense à peu près, soit la moitié de votre classe, soit la classe en entier. On est vraiment sur des choses qui sont énormes, hein. 50 mètres cubes, la pelle. Les bâtiments ont changé de taille, et en réalité, tout a changé de taille en l'espace de 200 ans. Pourquoi? Parce qu'on a justement cet accès à l'énergie. Et aujourd'hui, en réalité, comment on pourrait modéliser le système énergétique? En réalité, on a un système productif avec de l'argent qui nous permet de fluidifier les échanges. On a surtout la table de Mendeleïev. Si vous faites un peu de science, vous savez ce que c'est. Mais grosso modo, la croûte terrestre, c'est quoi? C'est un ensemble d'atomes, d'un point de vue physique, et rien que ça. Et ils sont là pour toujours, d'accord? Et puis en réalité, quand on prend tout ce qu'il y a comme minéraux, comme matière, en réalité dans le système Terre, que vous prenez des humains qui manipulent des machines et ces machines qui utilisent de l'énergie, avec ce système productif, ça vous donne l'intégralité du magasin Cdiscount. C'est comme ça qu'on pourrait aussi modéliser le système productif. Et avec le changement climatique, il y a un truc qu'il va falloir faire, c'est que aujourd'hui, 80% des énergies qu'on utilise sont d'origine fossile, donc stock limité, et en plus ça nous enquiquine d'un point de vue climat, et j'en reviens juste après dessus. Et donc on va devoir se passer de ces énergies fossiles. Donc la question, c'est combien de machines il reste à fonctionner, et qu'est-ce qui se passe pour notre magasin Cdiscount. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, faire la transition, et c'est pour ça qu'on a du mal à passer à l'échelle, c'est-à-dire à aller vite, c'est un changement complet de nos systèmes productifs. Ce n'est pas juste un truc à la marche, c'est complet. C'est une révolution. Voilà. Alors, révolution, ça ne veut pas dire que le monde de demain est pire que le monde d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est très différent demain. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Le climat, juste pour vous donner une petite idée, la seule énergie additionnelle qui arrive ou quasiment la seule énergie additionnelle qui arrive sur Terre, elle vient du truc qui brille là-haut, le Soleil. D'accord? Il y a une grande partie qui est absorbée par les océans ou par la Terre, d'accord? Et puis il y a une autre partie qui est réfléchie par les nuages. Et en réalité, quand le Soleil touche l'eau, ça fait de l'évaporation, et quand le Soleil touche la Terre, ça fait de la chaleur. D'accord? En l'absence de gaz à effet de serre, en réalité, on se retrouverait avec une température moyenne sur Terre qui serait de moins 17 degrés. D'accord? Et surtout, il y aurait des écarts entre le jour et la nuit qui seraient gigantesques, exactement comme sur la Lune, où quand vous êtes au Soleil, vous êtes à quelque chose comme plus 150, et quand vous êtes à l'ombre, vous êtes à moins 150. On aurait presque un phénomène de ce type-là. D'accord? Donc,
grâce aux gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre, ça permet quoi? Ça permet simplement de faire une couverture autour de la Terre qui permet de limiter ces écarts entre le jour et la nuit. D'accord? Ben, en moyenne, grâce à ces gaz à effet de serre, on passe de moins 17 en moyenne à plus 14, plus 15 maintenant. D'accord? Donc les gaz à effet de serre, c'est bon. Mais c'est un peu comme l'alcool. Un verre, ça va, 3 jours, bonjour les dégâts. Arrêtez, trop de gaz à effet de serre, ça peut poser d'autres difficultés. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le climat, en réalité, c'est défini par deux choses. Un, c'est défini par des conditions de température et d'hygrométrie et de pluviométrie, d'accord? Et c'est défini par ces événements extrêmes. Les tempêtes en Antarctique n'ont rien à voir avec les tempêtes à Bordeaux, d'accord? Et puis la quantité d'eau qui pleut à Bordeaux n'a rien à voir avec la quantité d'eau qui pleut à Marseille. Voilà. Et les températures ne sont pas les mêmes. Et c'est pareil dans un climat désertique, dans un climat océanique, etc., etc. Et donc, un climat, c'est défini par deux choses, une température et une hydrologie moyenne sur l'année, ou une distribution, en réalité, plus des aléas climatiques extrêmes. C'est ça qui définit un climat. Mais surtout, ça a pour conséquence, en deuxième ordre, ça définit nos modes de vie. Je mets un t-shirt ou je mets un pull, en fonction de la saison, en fonction des conditions climatiques, mais surtout les écosystèmes. Ça définit les écosystèmes. On ne voit pas de girafes en Arctique, tout simplement parce que les girafes ne sont pas adaptées pour vivre en Arctique. Aussi simple que ça. D'accord? Et donc, le vivant est le résultat de millions d'années d'évolution. Et ce résultat de l'évolution est en partie lié aux conditions climatiques. Les bestioles incapables de survivre dans un climat meurent, tout simplement. Et aujourd'hui, en réalité, c'est simple. Avec la quantité de gaz à effet de serre qu'on a mis dans l'atmosphère, on se retrouve avec des concentrations de CO2 qui n'ont jamais été aussi élevées depuis 2 millions d'années. L'Homo sapiens a 300 000 ans d'existence. L'espèce humaine a grosso modo 2 millions d'années d'existence. Ça veut dire que les humains que nous sommes vivent dans des conditions de concentration de CO2 dans l'atmosphère qu'on n'a jamais connues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des événements climatiques que l'espèce humaine n'a jamais connus. Ça veut dire que notre biologie n'est pas forcément adaptée au climat qui arrive. Parce qu'il y a un petit peu d'inertie. Et ça, il faut bien le comprendre parce qu'en réalité, il y a des limites dures à l'adaptation au changement climatique et ces limites dures sont essentiellement biologiques pour nous humains et pour les bestioles. Bestioles, animaux et végétaux. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le CO2 est accumulatif dans l'atmosphère, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a émis le CO2, il nous enquiquine jusqu'à la fin des temps. Il nous enquiquine pendant à peu près 1000 ans minimum. Donc 1000 ans, on sera tous morts. Hein, voilà. En tout cas, nous, on a une espérance de vie d'une centaine d'années. Et donc ça, il faut bien comprendre, à chaque fois qu'on émet du CO2, en réalité, on met 10 balles dans une machine qui va nous enquiquiner de manière encore un peu plus importante. La conséquence de tout ça, c'est comme on est en train de déstocker en réalité du charbon, du pétrole et du gaz de la croûte terrestre et de le mettre dans l'atmosphère, on se retrouve avec la quantité de gaz à effet de serre qui augmente. Et comme cette quantité de gaz à effet de serre augmente, c'est comme si on rajoutait des couvertures, et en conséquence, on emprisonne plus d'énergie dans les couches basses de l'atmosphère. Et la conséquence de premier ordre, c'est que s'il y a plus d'énergie dans les couches basses, on a plus d'évaporation et plus de température. Ce qui veut dire que les conséquences du changement climatique, en première approximation, c'est plus chaud et plus humide. Sauf qu'il y a des petits trucs. Le premier des petits trucs, c'est que la vitesse à laquelle on est en train d'émettre des gaz à effet de serre est quelque chose d'extrêmement rapide. Là, vous avez pour 130 000 ans d'existence la quantité d'énergie qui était stockée dans le système Terre. Donc, ce que l'on a fait là, c'est le trait rouge, en l'espace de 200 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est du jamais vu pour l'espèce humaine, un changement aussi rapide. C'est donc du jamais vu pour les végétaux, c'est du jamais vu pour les animaux que l'on mange. D'accord? Donc ça va créer des bouleversements. Et donc, il y a le bouleversement sur la quantité d'eau et la température, mais il y a la vitesse également. Si vous prenez une porte à 2 km/h, même pas mal. Si vous la prenez à 200, c'est pas pareil. En réalité, c'est ça, notre affaire.
Et autre conséquence, c'est que les moyennes météorologiques, les moyennes, pardon, climatiques ne veulent plus rien dire. Ça, c'est Valence il y a 2 ans, et ça, c'est Valence l'an dernier, quasiment jour pour jour. On est passé d'une extrême sécheresse à une extrême pluie. Et ça, c'est une caractéristique du changement climatique, c'est qu'on va faire un petit peu comme la douche écossaise, on va passer de l'extrême chaud à l'extrême froid, de l'extrême sec à l'extrême humide. Et donc la moyenne commence à plus vouloir rien dire. Par exemple, si vous avez 0 en histoire et 20 en histoire au contrôle suivant, vous n'êtes pas moyen. Vous n'avez pas, certes, vous avez 10 de moyenne, mais dans les faits, vous n'êtes pas bon sur un sujet et vous avez extrêmement bien compris un autre sujet. Et donc la moyenne ne veut pas dire grand-chose dans un cas comme ça. Eh bien, la moyenne météorologique, avec le changement climatique, veut dire de moins en moins quelque chose. Bon, pour l'Europe, la bonne nouvelle, c'est qu'on est la partie qui se réchauffe le plus, une des parties qui se réchauffe le plus. Donc on va avoir plus de jours qui vont être plus chauds, on va avoir des pluies qui sont plus intenses, et en même temps, on va avoir des pluies qui sont plus rares. Donc il pleuvra moins souvent, mais beaucoup plus. D'accord? Ça, c'est une caractéristique que l'on a. Et puis, en fonction de l'avenir que l'on a, la carte, elle est plus ou moins sèche ou plus ou moins chaude. Voilà. Aujourd'hui, les projections que j'ai, moi, d'ici à 2050, il y a quasiment, sauf la Bretagne, quasiment tous les coins de France qui atteignent les 48, 49, 50 degrés. Voilà. Donc, on va en plafonner les 50 degrés, on est à peu près sûr, d'ici la fin du siècle. Voilà. 2050, je le vois. 2100, c'est certain. Voilà. Je parierai toutes mes économies sur le sujet. 50 degrés, il faut bien comprendre que l'intégralité des arbres crèvent sur le territoire français. Une France à plus 4 degrés, il n'y a plus d'arbres sur le territoire français. C'est à peine croyable. C'est aussi incroyable que demain je vais me confiner et je vis un confinement. C'est pas pareil. Là, c'est pareil. Hein. Moi, je vous le dis et en même temps, je ne me l'imagine pas. On ne s'imagine pas un territoire où il n'y a plus d'arbres. En même temps, une France à plus 4 degrés, c'est une France qui a des températures moyennes équivalentes à celles du Sahara. Dans le Sahara, il n'y a pas d'arbres. Donc, ce n'est pas complètement surprenant. Alors, attention, petite nuance, je ne suis pas en train de vous dire que le Sahara va être en France. Ce sera un peu plus complexe que ça. Mais ça va être un choc qui va être très important. Ça va être très rapide. 75 ans pour éliminer tous les arbres de France, ça va vite. Voilà. Ce ne sera pas tout à fait comme ça, mais en ordre de grandeur. On a un plan de bataille pour éviter d'avoir trop de problèmes. 2 choses. 1, on doit baisser nos émissions de CO2 et 2, on doit absorber celles qu'on a faites. Le plan de bataille mondial pour limiter le réchauffement climatique, pas pour l'annuler, mais pour le limiter, le stabiliser au plus bas qu'on peut, d'accord? C'est ça. On doit réduire nos émissions et on doit absorber. C'est simple. Réviser le bac, la veille du bac, c'est pas une bonne idée. Traiter le sujet du climat en étant la veille des problèmes, c'est pas une bonne idée non plus. Et cette courbe-là, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que la nature des efforts, si on avait commencé dans les années 2000, la nature des efforts serait beaucoup moins important que maintenant, alors que on traîne un peu pour passer à l'échelle et pour accélérer la limitation des gaz à effet de serre. D'accord? Donc, plus on attarde, plus c'est dur à faire. Et puis, il y a un moment où, quand on révise le bac, la veille du bac, il ne faut pas s'attendre à avoir mention très bien. Bon, aujourd'hui, on n'aura pas mention très bien sur les sujets climatiques. On va exploser les 1,5 degré. Ça aurait été une version où on était sous contrôle. D'accord ? 2 degrés, ça va être un peu compliqué, mais on peut être sur 2, 3. Voilà, ça, c'est jouable. Voilà. C'est un monde qui est moins agréable, mais en tout cas, c'est un monde sur lequel on peut à peu près gérer, quoi. D'accord ? Donc, on a juste intérêt à appuyer sur le frein le plus rapidement possible. C'est ça qu'il faut se poser. En France, par exemple, le plan de bataille que l'on a, c'est sortir des énergies fossiles, c'est baisser notre consommation d'énergie globale, d'accord ? Et c'est de migrer un maximum d'usages vers l'électrique. D'accord ? Donc, tout le monde s'excite en réalité en France sur l'électricité, etc. et bas carbone. Oui, et on a une énergie bas carbone. Oui, non. On a une électricité qui est bas carbone en France. Et c'est très bien, on peut en être fier. Par contre, notre sujet en France, c'est ça. C'est le pétrole et le gaz essentiellement. Donc le gaz, c'est essentiellement pour faire de la chaleur dans nos jolis bâtiments. D'accord ? Et le pétrole, c'est nos tutures et nos camions.
Donc, si on veut parler de transition en France, on doit parler de transport et d'habitat. Et quand on parle de transport, c'est pas juste prendre la voiture et la passer en voiture électrique, c'est comment on transforme profondément nos modes de transport en ville et à la campagne, parce que c'est pas les mêmes solutions. En ville, on élimine les bagnoles pour qu'on puisse garder quelques voitures électriques pour les gens qui sont à la campagne, typiquement. Ça s'appellera faire société. Et pour info, moins 40% d'énergie, ça paraît être un grand challenge, mais dans les faits, quand on passe à l'électrique, c'est pas si important que ça. C'est-à-dire que ce schéma-là, quand on dit moins 40% d'énergie en plus, en moins, quand on passe à l'électrique, c'est tellement efficace ce truc-là, cette solution-là, que ça nous demande quelques efforts, mais qui ne sont pas énormes. Donc c'est pas je fais 40% de choses en moins, c'est pas du tout vrai. Je fais 10% de choses en moins, c'est pas la mort, quoi. Donc dit autrement, j'arrête de gâcher l'énergie telle que je la gâche aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Quand on parle des gaz à effet de serre en France, pour bien se rendre compte, le sujet, c'est le transport. Le deuxième sujet, c'est l'industrie, la chimie, la métallurgie, etc. Le troisième sujet, les bâtiments. Donc, quand on doit agir sur la baisse des gaz à effet de serre de la France, on doit parler tuture et transport en général. Et regardez, la tuture, c'est important. C'est un énorme sujet. Et donc, la question, c'est comment je me passe de la voiture. C'est ça notre plan de bataille. Comment je fais en sorte de ne plus avoir de voiture. À certains endroits, ce n'est pas possible. Donc, il faut la garder, mais il faut passer en électrique, avec une petite voiture électrique, ou un autre moyen de locomotion électrique, mais de petite taille. Et puis en voiture, en ville, la question c'est comment je marche, comment je fais de la trottinette, comment je fais du vélo, comment je prends du transport en commun, c'est ça le sujet. Le vrai sujet de société qu'on devrait débattre. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne se fera pas tout seul et il va falloir qu'on ait un débat de société de qualité, mais vraiment de qualité. Donc on va avoir besoin d'un État qui fixe un cap, qui donne des règles. Voilà, c'est par là qu'il faut qu'on aille, de manière sereine. En même temps, on va avoir besoin de collectivités locales, la mairie, le PCI, la communauté de communes, etc., la métropole, etc., qui déclinent la politique globale. Ça, on va en avoir besoin. En même temps, la collectivité territoriale, elle n'est pas toute seule, elle a un écosystème d'entreprises. Et donc, elle doit accompagner en réalité les entreprises pour qu'elles aillent vers de nouveaux marchés, vers une économie de la fonctionnalité, vers une économie territoriale. Et enfin, il y a un quatrième point qui est important, c'est le particulier, d'accord? Parce que nous tous, on a notre contribution. Mais cette règle-là, en réalité, elle s'applique dans tous les sens, parce qu'il y a un truc qui est important, c'est que si on ne comprend pas tous le même problème, on va tous aller dans des sens différents. Et donc là, l'éducation a un rôle majeur. On doit tous comprendre le même sujet, on doit comprendre quelles sont les solutions qu'on connaît, que je vous ai expliqué très rapidement, d'accord? Et puis après, c'est comment on le met en œuvre. Et pour ça, si on a compris le même sujet, le même problème, et qu'on a un objectif commun, trouver des solutions ensemble, on devrait y arriver. Pour le moment, on a encore un peu de mal à avoir ce niveau de discussion. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sujet-là va dans tous les sens. Les entreprises ont besoin des collectivités locales, mais les entreprises ont besoin de collaborateurs et de clients qui ont compris aussi qu'il faut aller acheter des produits bas carbone. On a besoin que l'État, en général, l'État entende les particuliers. Si on ne fait pas quelque chose de sérieux, on va se retrouver avec des riches qui vont pouvoir se décarboner, des pauvres qui vont être dans l'austérité et non, ou voir la pauvreté plutôt que sur la transition, et en conséquence, ça créera des conflits sociaux. Si ça crée des conflits sociaux, les entreprises, ça marche pas bien, c'est pas bon pour les collectivités locales, etc. Donc en réalité, tout ça, c'est systémique, d'où l'importance de comprendre tous le même sujet et de travailler de manière efficace ensemble. Et donc, j'insiste, les solutions ne sont pas les mêmes quand on est jeune que quand on est vieux, ne sont pas les mêmes quand on est riche que quand on est pauvre, ne sont pas les mêmes quand on est en ville ou à la campagne. Les solutions doivent être adaptées à chacun des contextes. On les connaît tous, toutes, par contre, les solutions. Donc, il n'y a pas à inventer, il y a la mise en œuvre. Voilà.
Et je crois que j'ai fini. Non, dernier slide. En réalité, pour arriver à faire la transition, c'est pas du tout un truc d'ingénieur. Moi, je suis ingénieur en informatique au départ, d'accord? Donc, je suis très technique. Et plus je creuse la question, plus en réalité, je sors de la technique pour expliquer les sujets climatiques. En réalité, la question que l'on doit tous se poser, c'est quel est mon rôle dans la société, à quoi je souhaite contribuer. Est-ce que je veux juste accumuler de l'argent pour être l'homme le plus riche du cimetière ou être l'homme le plus riche ou la femme la plus riche d'un monde qui se casse la figure? Option 1. Ou option 2, quelle est ma contribution pour rendre le monde meilleur? Et si le monde est meilleur, il sera meilleur pour moi, hein, parce que s'il n'y a pas de pauvres qui veulent faire la révolution, normalement, ça ne se passera pas trop mal pour moi. Et donc se pose la question de comment on arrive à se poser ces questions qui sont un poil philosophiques, comment on arrive à se poser la question de comment on se réconcilie avec le vivant qu'on est en train de détruire à vitesse très accélérée, comment on se pose la question du vivre ensemble, comment je contribue en réalité aux sociétés, comment en réalité je rends cette transition désirable. Ben, toutes ces questions-là, elles sont purement pas techniques. Et donc, demain, quel que soit le métier que vous vouliez faire, vous pouvez jouer un rôle majeur dans ces sujets-là. Si c'est les langues qui vous intéressent, on a besoin d'apprendre des pays étrangers. En conséquence, on a besoin de vos compétences en langue pour que vous alliez chercher ces solutions pour que nous, on arrive à se les approprier. Donc, quel que soit le métier que vous ferez demain, il y a de la place pour faire de la transition. Donc, vous avez une opportunité. Nous avons tous une opportunité, si on fait un peu d'intergénérationnel. Nous, les vieux comme moi, on est là pour ouvrir la voie, pour faire en sorte de créer la vague. Et vous, votre travail générationnel, ce sera de surfer sur la vague que nous, on est en train de créer. Et on se fera un petit passage de relais en cours de route. Et donc, c'est ça qui est intéressant. On a besoin de tous les jus de cerveau, mais vraiment de tous. D'accord. Et on a besoin en même temps de se transférer entre les générations la nature des efforts, la nature des solutions. Et donc, on a un beau coup à jouer. C'est une belle aventure humaine que l'on peut avoir. Et puis, c'est tout. Hop, comme ça, j'ai fait 37. On a du temps pour se poser des questions. Comme je dis en maths, il n'y a pas de questions bêtes. Faut oser. Il y a peut-être des points à éclaircir. Voilà, c'est des questions, une interrogation, des choses de mal compris. Le droit de ne pas être d'accord ou d'être d'accord. Le débat est ouvert. D'abord, je vais la question, est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà entendues? Parce que beaucoup de choses sont nouvelles. À peu près le niveau de réchauffement qu'on prévoit, les différences entre la France et d'autres zones du monde, est-ce que c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler? En grossièreté, oui, mais après, il y avait quelques détails assez marquants. Par exemple, les plus 4 degrés en France, ça, on avait pas entendu. Les petites stats comme ça, c'est en plus. D'accord. Ouais, typiquement, hein, c'est vrai que quand on dit une France à plus 4 degrés, on ne s'imagine pas forcément les 50 degrés en France, voilà, qui n'est pas tout à fait les températures maximales qu'on peut connaître. Juste pour vous donner une petite idée, 1 heure à 46 degrés, vous avez 12% de la production de maïs qui meurt. D'accord. C'est extrêmement rapide parce que la limite biologique du maïs, c'est 45 degrés, et donc ça va très très vite. Voilà. Et puis alors, c'est pas à 2 heures, ça fait 24%. Hein. À 2 heures, vous en avez 50%, et à 6 heures, vous avez 90 ou 95% de la production du champ qui est mort. Hein. Ça va très très vite, ces affaires-là. Donc, du coup, on n'est pas du tout sur des phénomènes qui sont linéaires. Vous faites des maths un peu, hein, les trucs linéaires, hein, les droites. Il faut savoir que les droites, dans la réalité, ça n'existe pas. Hein. On vit dans un monde qui n'arrête pas d'osciller. On vit dans un monde d'exponentielles et de fonctions inverses. D'accord. Et c'est la combinaison de plusieurs trucs qui nous fait croire que c'est droit. D'accord. Et donc, c'est bien ça qu'il faut comprendre avec le changement climatique, c'est qu'avant, on avait des ondulations qui étaient petites et maintenant, on va avoir des ondulations qui sont très élevées. Ce qui fait que le système, il réagit de manière violente en réalité. Au niveau électricité, vous aviez dit que passer à l'électrique, c'était pas compliqué, on avait une électricité peu carbonée. Au niveau du stockage d'électricité, parce que je pense que ça peut impacter quand même, est-ce qu'on a des avancées
un peu plus écologique qu'aller chercher du lithium au fond du Congo. Alors ouais, c'est une très bonne question. Du coup, je vais mettre un peu de temps à répondre parce que les bonnes questions, ça met du temps à répondre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a l'électricité qui est globalement bas carbone en France. Le plan de bataille en France, c'est de dire on va garder à peu près le même nombre de centrales ou la même quantité de centrales nucléaires et on va rajouter à ça des éoliennes et des panneaux solaires. Donc, grosso modo, c'est un peu le plan de bataille. Il y a 2-3 bricoles à côté, mais c'est les grandes lignes. Alors, déjà, rajouter des éoliennes et des panneaux solaires, puis les centrales nucléaires aussi, il va y avoir un sujet de débat de société parce que quand vous multipliez par 6 ou 8 le nombre d'éoliennes, ça peut être un débat. Quand on envoie une, on s'en fout. Quand on envoie 10 à sa fenêtre, c'est plus pareil. Donc là, on a un débat de société à ouvrir. Quand on rase des forêts pour mettre des panneaux solaires, il y a peut-être un ou deux trucs à expliquer. Il y a peut-être un ou deux trucs aussi peut-être à choisir. Donc déjà, sur la production d'électricité, il y a une vraie information à faire parce que, produire de l'électricité localement, et ne plus importer de pétrole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais plus de pollution à l'autre bout du monde, en Arabie Saoudite, etc., avec mes puits de pétrole, mais par contre, comme je produis mon électricité localement, du coup, je fais des usines pour produire cette électricité, et donc j'ai de la pollution qui est maintenant à ma fenêtre. C'est ça que ça veut dire. Ne plus utiliser l'énergie fossile qui vient de l'autre bout du monde, c'est avoir des systèmes productifs ici qui gâchent ma vue. C'est bête, mais si on n'explique pas, on ne peut pas comprendre. Ça veut dire pareil, si on a besoin de métaux, il faut faire 2-3 trous. Alors les trous, on préfère quand ils sont loin de chez nous, mais il y a un moment où c'est intéressant de les avoir à côté de chez nous, malgré tout, si on veut avoir moins d'impact. Moi, à titre personnel, je suis favorable à ce qu'il y ait un maximum de mines en France, parce qu'on a un code minier qui est un peu plus mieux disant qu'à l'autre bout du monde. Et en même temps, quand on voit les conséquences de ce que l'on achète, quand j'achète n'importe quoi, ça me fait des trous au pied de ma fenêtre, j'ai moins envie d'acheter n'importe quoi. Quand les trous sont à l'autre bout du monde, je m'en fous. Voilà, on est tous pareils. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un autre sujet. Sur la partie stockage d'électricité, j'ai une bonne nouvelle, le stockage d'électricité, ça n'arrivera pas. Voilà. On ne stocke pas un mouvement. L'électricité, c'est un mouvement. Voilà. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut stocker de l'énergie dans des batteries, par exemple. Ça, c'est de la chimie. Et ensuite, on convertit cette chimie en électricité. D'accord ? On a plein de solutions qui existent pour faire du journalier ou du multijournalier. Donc les batteries, c'est plutôt bien. Et je détaillerai un petit peu pourquoi c'est plutôt bien les batteries. Là où on a une difficulté, c'est pour stocker de l'énergie qui nous servira à faire de l'électricité sur plusieurs saisons. D'accord ? Dit autrement, je récupère de l'énergie en été, je stocke ça pendant l'été, pendant l'automne, et je me sers de cette énergie à Noël. Ça, on a très peu de solutions. Alors, il y a l'hydrogène qui peut être une solution, mais ça va coûter un bras, etc. C'est compliqué. Bref, là, on est encore un peu coincé. Là, il y a un peu de jus de cerveau d'ingénieur à avoir. D'accord ? Aujourd'hui, on est encore un peu coincé, ça va coûter un bras, surtout. Voilà. Par contre, sur le quotidien, la batterie, ça marche très très bien. Aujourd'hui, on utilise des machines tournantes pour équilibrer nos réseaux électriques. Compléter avec de la batterie, c'est très bien. Une batterie, attention. On peut faire une batterie spécialement pour équilibrer le réseau électrique. Ou alors, on peut faire des trucs malins. Je prends ma voiture électrique, je construis ma voiture électrique. D'accord ? Je l'utilise. Une fois que la batterie est foutue pour de la mobilité, en réalité, la batterie de la voiture a encore des capacités électriques énormes. Elle n'est plus forcément super bien pour faire de la mobilité parce qu'elle a perdu en capacité. D'accord ? Mais par contre, je la démonte, je la pose au sol. Elle peut me servir à stocker en réalité de l'énergie pour mon réseau électrique plus tard. Et si elle a un peu moins de capacité, c'est pas bien grave parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais avoir besoin d'un peu plus de mètres carrés. Mais au sol, on s'en fiche. Et donc une batterie, ça a 3 vies. Une vie dans la voiture, une vie en stockage pour équilibrer le réseau électrique et une vie avec le recyclage. Parce qu'une fois qu'on a fait la batterie, qu'elle est vraiment à bout de souffle, on peut en réalité récupérer tout un tas de trucs pour pouvoir refaire une batterie avec. Alors attention, je n'ai pas dit qu'avec une batterie vieille, on peut faire une batterie neuve, mais on peut faire 80-90% de la batterie neuve. Ce qui est déjà pas mal. Ça va, c'est un truc. Donc, c'est... Comment ? Avec un coût
faut une énergie correcte dans ces transformations, justement. Ouais, ça peut le faire à peu près, ouais. Ça peut le faire. Après, le problème, c'est quand tu vas chercher les quelques ppm d'atomes, donc les quelques atomes, plus tu fais une batterie qui est performante, plus tu es obligé d'aller, on va dire, dans des solutions techniques ultra complexes. Et donc, venir recycler cette batterie ultra performante, ultra complexe, devient quelque chose d'ultra complexe et en conséquence, tu as besoin de beaucoup d'énergie. Donc, là, par exemple, des batteries au plomb, on en recycle depuis des décennies. C'est un truc simple. Vous avez vos plaques de plomb, votre électrolyte à l'intérieur. Une fois que la batterie elle est morte, hop, vous la prenez, vous la recyclez, vous reprenez 99% du plomb, vous régénérez votre électrolyte et c'est reparti pour un tour. Ça stocke pas beaucoup d'énergie, donc c'est pas super pour la mobilité. Mais par contre, vous avez un cycle qui marche très 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 bien. On sait faire ça depuis des décennies. Voilà. Mais elle est simple, mais pas adaptée à la mobilité. Donc, et c'est là où il faut qu'on soit malin dans nos choix. C'est pour ça que quand on dit la mobilité, une petite voiture électrique qui n'a pas forcément beaucoup d'autonomie, très très bien pour faire les 50 bornes ou 60 bornes qu'on ne peut pas faire à vélo, d'accord ? Mais si on veut faire du transport longue distance, bah non, c'est niette, il n'y a pas de voiture électrique, on prend le train. Point barre. C'est ça le sujet. Donc en réalité, il faut arrêter de vouloir l'impact matière que l'on projette sur le monde de demain, il est essentiellement lié à la bagnole, et en particulier à la bagnole électrique. Mais aujourd'hui, je rappelle qu'on veut faire des tanks électriques. C'est pas ça la solution. La solution, c'est une petite voiture électrique potentiellement partagée. Et pour le trajet longue distance, eh ben, on ne voyage plus comme avant. On ne prend pas sa bagnole et on fait 500 bornes. Non, c'est plus comme ça. On l'organise autrement, son voyage. Et c'est là que vous voyez que c'est la transition. Et la transition, là, elle n'est pas technique, elle est organisationnelle. C'est comment on organise la société avec des nouveaux modes de transport. Ça veut dire une chose, hein, ça veut dire que je ne vais pas de Bordeaux à Paris pour le week-end, j'ai pas le temps. Enfin si, Paris ça peut le faire, mais je ne sais pas, Nantes, j'ai plus le temps. C'est ça que ça veut dire. Donc en réalité, mes voyages sont différents. Oui ? Paris-Bordeaux, 2 heures en TGV électrique. Oui, c'est pour ça que Paris, c'était pas le bon exemple, parce que on y est en 2 heures. Voilà. J'ai glissé. C'est bien de me débunker. Ok, d'autres questions ? Non, moi j'ai trouvé ça intéressant sur les esclaves énergétiques là. Les équivalents. Ouais, c'est ça, les équivalents d'énergie, mais je trouve que c'est parlant. C'est pas une question, c'était une remarque. Mais je ne connaissais pas, j'avais pas entendu parler de ça. Alors pour information, il y a quelqu'un en France qui l'a vulgarisé, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, mais il faut savoir que ce concept-là date de 1900, alors je ne sais plus si c'est 36 ou 39. Ça a un siècle, le bazar. La notion d'esclave énergétique, ça a quasiment un siècle. C'est fou, hein? C'est parlant, c'est parlant. Ouais, c'est parlant. Et ça permet de bien comprendre l'impact qu'on a sur notre environnement. Si je suis tout seul dans ma maison ou 200, je n'ai pas le même impact en réalité. Ça permet de bien matérialiser. Et aujourd'hui, hein, vous regardez, la nature du travail, nous sommes des actionnaires de boutons sur des machines. Le gars qui a sa grue, le gars qui a un truc, les boueurs, le gus là qui a son ordinateur, là, comme moi, on est des gugus qui appuyons sur les machines. Alors quand on est à l'école, on est encore en train d'écrire sur du papier, mais dès qu'on a tout de suite une machine en réalité. Tout de suite. On utilise une machine pour se déplacer, pour manger, pour un truc. Tout de suite. J'ai un robot ménager, j'ai une machine pour comment on grille pain, etc. On est des actionnaires de machines. Imaginez, votre capacité, c'est 100 watts. Je vous laisse regarder la puissance électrique. Il y a des petites plaques derrière tous les équipements électriques où il y a la puissance. Et puis, ben, vous allez voir que l'ascenseur, c'est 50 personnes qui sont en train de faire du vélo. Quand vous montez un étage d'ascenseur. Ça paraît dingue, hein? Mais voilà. Quand vous avez un tractopelle, c'est tout de suite 1000-1500 personnes qui sont en train de travailler à la place de cette machine. Si on avait des humains à la place.
Donc ça va très très vite. Et du coup, ça me fait penser, Ouais. si on, je ne vais pas dire régresser au niveau technologique, mais si on limite un peu les usages de machines comme ça permet aussi de redévelopper l'emploi, non? Parce que Alors attends, aujourd'hui, attends, ça a coupé, du coup j'ai pas entendu. Donc si on limite l'usage des machines, et après ça a coupé. Ça va possiblement développer le potentiel d'emploi, parce que du coup, une pelleteuse, c'est 1500 emplois. Parce qu'aujourd'hui, la question du chômage, elle revient de plus en plus. Alors, ça c'est une bonne question, ça aussi. Aujourd'hui, on a trop d'humains en réalité. Je le dis mal, mais faut bien comprendre. Aujourd'hui, on a de telles capacités de production, d'accord, que l'humain est accessoire. Bon, à côté de là où je travaillais quand j'étais en Bretagne, il y avait une usine qui faisait 10 000 mètres carrés, qui fabriquait des chaudières, ils étaient 20 dans le truc. Tout le reste était totalement automatisé. Tout était automatisé. Et aujourd'hui, ça suffisait pour fabriquer suffisamment de chaudières pour toute la Bretagne. Et en une usine, 20 mecs, c'était suffisant. Voilà. Et aujourd'hui, on est allé tellement loin dans toute la partie automatisation, on a des capacités industrielles qui sont juste phénoménales. En effet, se pose la question de mais comment on s'occupe des gens? C'est pour ça que vous pouvez entendre parler des bullshit jobs. Donc les jobs qui permettent d'occuper des gens, mais qui grosso modo n'ont pas beaucoup de sens. Parce que quand vous tournez un truc, vous savez pourquoi vous le faites. Quand vous le faites pour respecter de la réglementation, attention, je ne dis pas que la réglementation n'est pas bonne, mais en réalité, il y a plein d'emplois maintenant qui servent essentiellement à contrôler le contrôle du contrôle. Ok, super. Voilà. Donc on a tellement automatisé qu'il y a un moment où il ne faut plus avoir trop de chômage, quoi, quand même. Donc il faut bien occuper un peu les gens. Et aujourd'hui, pourquoi on dit on a une super révolution avec les IA? C'est un de mes domaines d'expertise, enfin la partie énergétique de l'IA, c'est mon domaine d'expertise. C'est qu'on se dit, on va même plus avoir besoin de ces gens-là. On va pouvoir vraiment tout automatiser. Et Elon Musk a dit la semaine dernière, bientôt il y aura un revenu universel pour les gens parce que les gens seront au chôme du. Donc il faudra bien les faire vivre. Il ne faudra pas qu'ils meurent, donc il faudra leur donner de l'argent pour rester à la maison. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, je suis pas très marxiste et compagnie, mais l'émancipation par le travail, il y a eu quelques philosophes qui ont travaillé sur ces trucs-là. Je crois que c'est Marx qui a fait un truc comme ça. J'ai pas lu, donc c'est pas mon domaine. Mais nous sommes des animaux sociaux. Ça, il faut bien le comprendre. Et comme nous sommes des animaux sociaux, on a besoin d'interaction, on a besoin de se voir, on a besoin de se parler. Se parler et se voir, ça marche aussi à travers le travail. Si vous regardez vos amis, ils se ressemblent. Quand vous êtes obligé de travailler avec des collègues, ce sont des animaux sociaux qui ne sont pas comme vous, qui ne pensent pas comme vous. C'est bien, mais ça vous fait grandir en réalité. Si vous tournez qu'avec des gens qui sont comme vous, vous allez plutôt péricliter. Quand vous êtes obligé de travailler avec des gens qui ne sont pas comme vous, en réalité, ça vous fait grandir. Et ça, d'un point de vue conséquence de nous, animal social, c'est important. Si demain on reste tous à la maison et qu'on ne voit plus que des potes. Parce qu'on va s'enfermer dans des bulles, en réalité. Alors, on a déjà les bulles algorithmiques, demain, on pourrait avoir d'autres bulles. Donc, c'est important aussi d'un point de vue. Alors, je ne suis pas sociologue et je n'ai pas regardé dans le truc, mais c'est important de regarder en réalité des études sociaux là-dessus, parce qu'il y a des vraies questions à se poser de qu'est-ce qu'un humain en réalité? C'est quoi notre rôle dans une société sur laquelle on est juste payé pour être là? Et du coup, on est quoi? On est juste des consommateurs et on mange et c'est quoi notre but de vie? C'est quoi notre rôle sociétal en réalité? Parce que si on est juste là pour toucher de l'argent, pour pouvoir vivre, c'est quoi notre contribution au monde? Là, je pense que c'est des questions qu'on peut se poser assez vite. J'ai un peu dérivé. Bon. Non, mais moi, je ne me posais pas ces questions-là il n'y a pas si longtemps, mais typiquement, c'est pour ça que je ne vous donne pas de réponse, je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais par contre, je pense que c'est important qu'on se pose ces questions-là par rapport au monde sur lequel on veut aller ou pas. Ok, merci beaucoup Ludovic. La sonnerie musicale nous sonne le glas de cette intervention. Merci beaucoup pour ces éléments et ton exposé et tes réponses.